Pour compléter ou pour ajouter des choses à ce qui a été soulevé dans la vidéo de ce personnage indien ou hindou, je ne sais pas comment le présenter. En tout cas, c'est intéressant. C'est toujours intéressant de voir comment on peut se relancer toute sa problématique personnelle en écoutant un peu ce qu'un autre va raconter. Il va nous présenter une approche, une lecture des choses, et cela, évidemment, va nous interpeller. Alors, l'interpellation peut être passagère ou peut se prolonger. Là, c'est toujours le problème. Comme dans ces histoires d'amour, alors je vais faire un peu comme lui dans la métaphore, comme ces histoires d'amour qui naissent très vite, trop vite, et qui se terminent tout aussi vite. On brûle un amour en quelques heures, en quelques jours. Alors, une idée, on peut aussi, ou l'idée d'un salut possible. Comment trouver son salut dans cette vie qu'on n'a pas choisie, mais là, ce n'est la faute de personne, on est là dans une sorte de continuité biologique, et cela nous dépasse, nous sommes avant tout des êtres biologiques, avant de pouvoir espérer être des êtres désincarnés, en tout cas on est des êtres de chair. Et c'est là le problème, un des aspects du big problème, des êtres de chair, c'est-à-dire des êtres de désir. Alors le désir, le mot est chargé, extraordinairement chargé, c'est un mot comme un attrape, il attrape tout. Et le désir est même invalidé parce qu'il est en permanence réduit à sa dimension individuelle. Ton désir n'est pas le mien, ton désir est relatif, ton désir n'est qu'un désir, pourrait dire même de substitution, de compensation, tu es perdu dans tes désirs, tes désirs te font voir les choses comme elles ne sont pas, le désir est pourvoyeur de fourvoiement, d'erreurs et de trompements, donc on peut accuser le désir de tous les maux. Il faut toujours se méfier de la chose qui brille, parce que ça peut ne pas être de l'or, justement. Il m'est arrivé de baisser pour ramasser une chose, pour vérifier une chose, et ça s'est révélé être rien que quelque chose qui a brillé au soleil, mais qui n'a pas de valeur, je veux dire, qui n'a pas la même valeur, qu'elle n'est pas précieuse, cette chose-là. Et comme on pourrait dire, tiens, il y a des choses, ça va encore plus loin. Le mica peut ressembler à des pépites d'or, donc tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui semble fascinant et presque magique et miraculeux aussi n'en est pas. Et c'est toujours cette question. Alors comment prendre de la distance vis-à-vis de soi-même, parce que c'est ça, finalement, la déduction et le maître mot, ou le maître concept, ou la maître proposition, solution même, prendre de la distance vis-à-vis de soi-même. C'est une chose que l'on fait en contextualisant, en prenant du recul, on l'a fait. Peut-être qu'on l'a fait
de façon imparfaite. Peut-être c'est une chose comme, je sais pas qui faisait de la prose. On l'a fait très très régulièrement, parce que c'est ça qui nous permet de nous reprendre quand nous trouvons totalement pris par une chose, totalement presque condamnés. À ce moment-là, nous essayons de reprendre pied dans une autre réalité. J'appartiens à quelqu'un, mais cette appartenance m'est nuisible. Alors comment me détacher? Cet être m'ennuie terriblement, donc je vais essayer de sortir de cet enfermement. Et c'est là que je vais pratiquer de la distance par rapport aux émotions primaires, aux émotions récurrentes. Cet être, j'entends encore l'écho de sa condamnation, de son rejet, ces mots forts, ces mots terribles qu'il m'a dit. Et donc, cet être continue de me persécuter, de me harceler, par-delà le temps, par-delà la chronologie. Cela fait 40 ans, cela fait 60 ans, cela fait toute ma vie. Et j'entends encore cette chose sonner parfaitement, et je l'entends sans... Je ne peux pas me tromper, je me trompe sur beaucoup de choses, mais pas sur ça. Donc prendre de la distance, c'est une chose qu'on fait, et simplement pour dire, comme quand on fait une pause un peu entre les choses. Seulement le problème, je voulais en fait le désir, supprimer le désir, supprimer l'implication. Cela viendrait à ce qu'on se supprime soi-même. Donc c'est toute la question. Alors essayez, on peut l'avoir déjà essayé, essayer de s'amputer de ce qui fait finalement ce qui cause et permet la continuité j'allais dire, d'un mauvais rapport à soi. Tout ce qui pourrait me nuire. Alors, ça va être de l'ordre de l'amour, de l'attachement que je pourrais avoir vis-à-vis de certaines choses ou de certaines personnes. Je vais essayer de m'amputer de ma mémoire, parce que cette mémoire, donc il faut s'en séparer, et comment dire, en totalité, puisque on peut pas faire le tri. Donc je dois me séparer de ma mémoire, mais c'est le problème, comment dire, on est partie prenante de quelque chose. Alors qu'est-ce qui l'être humain, finalement, la spécificité qu'il a, c'est qu'il passe sa vie laissant de côté l'école et le cycle officiel de formation. Il passe sa vie à se former, pour y dire, à se reformer. A toujours ce rapport au réel, qui est un réel extérieur à soi, qui est le réel qui se rappelle toujours à vous. Vous pouvez être dans, comment dire, dans une sorte d'extériorité à vous-même, pas du tout pris par le désir, j'allais dire le désir bête et méchant, mais vous avez peut-être un autre rapport au désir, un désir un peu élevé, un désir un peu supérieur, mais vous ne pouvez pas finalement venir à bout de la chaleur, vous ne pouvez pas rester au soleil, vous devez aller vous abriter. Voilà une réalité qui est plus forte que tout ce que vous pourriez entreprendre ou décider ou prôner même. La réalité, c'est que on est un corps biologique, et ce corps biologique, il a aussi son mot à dire.
ce corps biologique apprend dès le début, apprend à aimer certaines choses. Et on ne peut pas lui reprocher. Il apprend à aimer certains goûts, certaines textures, certaines odeurs, et après, toute sa vie, il va rester attaché à cela. Donc déjà, et il va développer ou faire montre de désir chaque fois qu'il en a l'occasion. Donc le corps est un corps désirant, le corps est un corps à mémoire, à souvenir, à appartenance, à presque... se former en continuité, c'est la réalité. Il y a comme une sorte d'épure. On doit arriver à mettre en place une forme d'épure. Cette épure qui consiste, par exemple, qui consisterait à la fin en une sorte de phrase, voilà, que je pourrais mettre sur ma tombe, donc voilà, une sorte d'épitaphe, voilà. Épitaphe ou dernière phrase que je pourrais prononcer, c'est toujours essayer d'être le plus efficace possible avec le moins d'engagement possible, en se fatiguant le mieux, en s'évitant j'allais dire, les chemins de traverse, en s'évitant les ennuis inutiles et surnuméraires. On sait qu'on a un corps à protéger. On a cette responsabilité vis-à-vis de ce corps biologique. On en est un peu les gardiens, on en est aussi un peu les servants. Alors, le corps biologique de lui-même, il a des désirs d'union, des désirs de contact, des désirs d'interaction, des désirs de fusion. Après vient la culture, vient j'allais dire, la vie de chacun, le contexte social, géographique, culturel, etc. de chacun qui fait que ce désir-là, ce désir fondamental, primaire, va, comme on pourrait dire, se nuancer, prendre une couleur ou une tête un peu particulière. Et il va se singulariser. Mais en fait, c'est toujours, au fond, ou au plus profond, c'est toujours le même désir, perpétuer la vie. Simplement. Si on est là pour parler des choses, pour interpréter le monde, c'est parce que la loi fondamentale de l'espèce, la loi fondamentale du vivant, elle a été respectée. Donc, c'est toujours difficile de faire la séparation entre le corps et le reste. Dire qu'on a un corps que l'on peut maîtriser, que l'on peut presque faire taire, faire rendre muet. Mais le corps n'est jamais muet. La chance que l'on peut avoir, parce qu'il y a toujours des phénomènes de chance, de hasard, d'aléatoire, c'est de rencontrer des gens. Comme en ce matin, pour moi qui est le matin, et qui est pour moi aussi un jour spécial, puisque je fête un anniversaire particulier, pas n'importe quel anniversaire, mais un anniversaire qui revient tous les mois, à la même date. Donc, je ne sais plus comment le fêter. C'est devenu un problème en soi. Quoique le mot problème, il faut pas le prendre au premier degré, évidemment. Donc la chose, le hasard, j'allais dire, le hasard bienfaisant, le hasard collaborant peut-être, on peut espérer du hasard qui nous soit un peu favorable. Après,
il faut apprendre. Il faut apprendre parce qu'on est né avec des questions. Il faut apprendre à toujours être dans la question. Si je me satisfais d'une situation donnée, est-ce que cette situation va continuer de m'arranger, continuer de me correspondre dans le temps à venir, dans les temps à venir, dans 10 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 15 ans. Bien entendu, c'est ça le problème. Tout en, évidemment, en ne surdimensionnant pas le soi, ni finalement qu'un élément, nous sommes qu'un élément, une particule parmi les infinités de particules. Simplement, cette particule aussi, quelque part, a une personnalité, a une histoire, a du désir. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Il y a toujours le problème de perception. Comment nous percevons la réalité? Évidemment, s'il y a un problème de perception, s'il y a des biais dans la perception, ben les interprétations, les déductions vont être évidemment assez impactées, donc on pourrait avoir une perception totalement biaisée ou totalement à côté, parce que nos sens, nos capacités de perception sont d'une nature insuffisante, sont d'une nature telle qu'ils ne nous permettent pas d'arriver à la vraie perception. Justement, toujours cette question, quelle est la vraie perception, quelle est la bonne perception? Et toujours des questions non pas inutiles, ce n'est pas la question pour la question, quoique on peut essayer de favoriser la question, pour la beauté, pour le jeu de la question, sans le jeu de la réponse, la question sans la réponse, simplement l'hypothèse questionnante. Après, donc le désir, évidemment, je ne peux pas répondre finalement à ce qui a lancé cette prise de parole, bien entendu. Lui a une barbe blanche, plus blanche que la mienne. Lui, il prend l'attitude, il se montre. Moi, je me montre pas et j'ai plutôt une barbe grise et j'ai commencé à l'enlever poil par poil parce que je ne peux pas jouer le rôle de sage dans ce contexte culturel. Ce n'est pas, je serais à la rigueur une sorte de personnage un peu qu'on va essayer d'éviter. Je pense à cette mère qui m'a dit, sa fille, que je faisais peur à sa fille. Donc voilà, il faut réellement voir que, donc on pourrait voir quelqu'un qui se veut interprète, ou qui se veut passeur, ou qui se veut intercesseur, on pourrait essayer de le voir sans barbe, et on va voir. Il suffit d'enlever la barbe. Donc et l'apparence, c'est aussi important que le reste. Il faut être dans une attitude, évidemment, en hauteur. Évidemment, celui qui parle, mais qui n'écoute pas, celui qui dit, mais à qui on ne dit rien, celui qui pense, mais qui pense à la place des autres, qui offre des solutions. Simplement, on pourrait inverser les choses. Donc je fais un peu dans le rapide, évidemment. Mais cela est aussi le résultat d'une démarche personnelle longue et pénible. Ce n'est pas uniquement le fruit de cette écoute rapide, évidemment pas très approfondie, mais je pense avoir compris l'essentiel de ces choses-là. Donc, j'avais pensé à une chose, c'était, en fait, dans la vie, voilà, j'avais pensé à deux choses avant de commencer. Dans la vie, on peut pas
passer au travers les événements, au travers des événements. On ne peut pas éviter les gouttes. On est dans un élément qui nous éclabousse. Alors, quelquefois, ce sont de simples gouttes, quelquefois, ce sont des trompes d'eau, quelquefois, on se retrouve sous une cascade, mais il y a du liquide, mais il y a des choses qui nous éteignent, quoi qu'on fasse. Donc, à chaque fois, on est mouillé, on peut pas. C'est rare qu'on soit à sec. Et j'avais pensé aussi à cette chose que j'ai finalement, personnellement, cette mission que m'avait confiée, etc., par rapport à des rochers, mettre une sorte d'amulette sur un rocher, amulette sur laquelle seraient écrites des sauges, des choses, des sortes de je sais pas, de mots magiques pour retenir l'affection de quelqu'un. Et donc le rocher, chaque fois qu'une vague devait frapper le rocher, le cœur de la personne, évidemment de la personne évoquée ou la personne désirée, devait battre fortement, évidemment, pour la personne qui a souhaité, qui a été à l'origine de cette démarche. Et après, donc, on est là, on pourrait faire roc, on pourrait faire rocher. Évidemment, roc et rocher, c'est la même chose, mais le français s'ingénie à fabriquer du divers quand c'est que du semblable. Alors, roc, rocher, voilà. Donc, on est devant quelque chose, et là, on peut pas, on est dans un monde dans lequel il y a toutes sortes de choses qui nous viennent nous frapper. Quelquefois, c'est un contact léger, mais quelquefois, c'est un contact fort. Ça pourrait vous désarçonner, le rocher. Ça dépend du contexte. Un torrent, ça peut déplacer des rochers. Évidemment, les vagues, ça peut aussi peut-être dans certains contextes, mais il y a des moments où le rocher lui-même, aussi lourd qu'il puisse être, est déplacé. Il dégringole. Donc là, je passe du rocher au bord de mer au rocher dans la montagne. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais en tout cas, la mer vient frapper. Donc, la mer, dans cette relation continuelle, relation faite de coups, évidemment, mais les protagonistes ne sont pas dans un rapport, j'allais dire comme ça, sadomaso, quelqu'un, ou dans un rapport. C'est dans une autre dimension. En tout cas, les vagues peuvent finir par arracher des choses. Là, je reviens toujours, le rocher, la plupart du temps, il est mouillé, là aussi, on revient sur l'élément liquide. Quand on est dans la vie, on reçoit des choses de la vie. Alors, je peux être dans une sorte de retraite. N'empêche que je vais devoir avoir affaire à des gens que je n'ai pas invités. La vie peut s'inviter, la vie, le réel, dans ses aspects les plus divers, peut s'inviter même dans les retraites les plus retirées. Voilà une chose, comment dire les choses. Alors, on pense qu'il y a une clé. On pense toujours qu'il y a une clé. Qui dit clé, dit possibilité, qu'il y en ait plusieurs. Mais on pense que toujours, pour beaucoup de choses, il y a une clé. Mais d'abord, les clés, ce n'est pas toujours, ça part déjà d'une situation anormale. Et il y a des clés parce qu'il y a des choses à protéger. Donc, comme on dit de façon assez schématique, il y a eu, le problème vient de la propriété privée, du passage à l'agriculture, à la domestication. Donc, ça veut dire que, mais on ayant oublié aussi que, auparavant,
il y avait la guerre des territoires. Même pour les chasseurs-cueilleurs, il devait y avoir des rivalités autour du gibier, autour de ce qu'il y avait comme possibilité de nourrissage. Donc le problème, on fait toujours des séparations, ça va quand c'est dans un cadre, je vais dire, comment dire, didactique, mais dans la réalité, les choses ne sont pas aussi facilement séparables. Donc, une clé, on va partir toujours dans cette hypothèse, on va dire, à partir du moment où on a inventé les clés, c'est qu'on a créé de l'enfermé. C'est qu'on a créé du secret, du caché, etc. J'ai pas de clé. J'ai pas besoin de clé. J'ai pas besoin de clé pour me comprendre, j'ai pas besoin de clé pour te comprendre, j'ai pas besoin de clé pour que je puisse accéder à moi-même, à ce que finalement, à ce que j'ai. L'idéal serait qu'il n'y ait pas de clé. C'est toujours une petite chose comme ça que l'on ramasse dans la vie de façon un peu indirecte. Je me rappelle de cette fille que j'ai connue à travers quelqu'un qui ne fermait jamais la porte de son appartement. C'est une chose, ça m'a toujours séduit et cette chose-là m'a toujours intéressé. Et ça me rappelle l'époque, en fait, dans la journée, dans ma maison natale, et la porte n'était jamais fermée le jour. Après, maintenant, c'est fermé en permanence. C'était fermé la nuit. Mais le jour, la porte restait ouverte jusqu'au jour où j'ai rencontré une femme qui était rentrée, deux femmes. Une femme qui est rentrée, bon, j'ai pas compris ce qu'elle voulait faire. Et puis une femme qui montait les escaliers. La première femme, je l'ai retenue sur le pas de la porte. Un pur hasard, et l'autre femme, encore une fois, un pur hasard. Donc, quand il n'y a pas de clé, il y a le hasard. Alors, évidemment, moi, jeune, cette femme, la première femme sur le pas de la porte, m'a plu. J'aurais pas pu l'inviter. Elle me dit, moi, j'étais très jeune, j'avais envie d'elle, j'aurais pu lui dire, rentre, ne t'en vas pas, reste, et qu'on fasse quelque chose ensemble, donc, mais évidemment, c'était il y a longtemps et c'est totalement, j'allais dire, laissé de côté. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que ces territoires qui sont les nôtres, alors ne viens pas, ne t'approche pas. Les territoires sont de toute nature. Le territoire, c'est les idées qu'on se fait. Moi, j'ai une approche des choses, moi j'ai une préférence, moi j'ai une utopie, moi j'ai une vision, moi j'ai une idéologie, moi je suis pour ça et pour ceci et pas pour cela. Donc c'est ça aussi ce sont des clés, ça aussi ce sont des serrures pour lesquelles il faut des clés. Je te donne la clé de chez moi, je te donne le code pour entrer, je te donne pour entrer, je te donne le code pour que tu accèdes. Alors évidemment, dans cette vie idéale, rêvée, comme pas possible, avant on avait quelques codes, aujourd'hui, je sais pas, on pouvait avoir un journal intime, il y en a qui avaient des cadenas pour le journal intime, mais en général, le journal intime, c'était pas si intime que ça. Mais après, aujourd'hui, on nous encourage à avoir des cadenas ou à avoir les plus perfectionnés possibles parce que on est en danger. Non seulement la protection, elle est passée du côté matériel au côté totalement immatériel et c'est devenu une chose tout à fait ordinaire. Alors il faut empêcher les voleurs de données comme hier on empêchait les voleurs de matérialité, les voleurs de temps, les voleurs de ceci, les voleurs de cela. Donc simplement c'est une chose comme ça. Alors évidemment on se perd. Donc quand on est comme ça, qu'il n'y a pas de vis-à-vis, qu'il n'y a pas de public et que les conditions
ne sont pas idéales, loin de là. Donc on se perd un peu dans les mots et c'est facile de se perdre dans les mots. Alors revenons peut-être à quelque chose de plus précis. C'est bien. Déjà, on prend en compte un élément. C'est comme si on arrase tout, on enlève tout et on refait le monde. Ce qui n'est pas possible, mais on va partir de cette hypothèse-là. Alors, je pars de quelque chose, on enlève tout, donc on va repartir avec rien. Donc il n'y a plus rien. Donc on va dire, qu'est-ce qu'il y a déjà? Déjà, il y a ça. Déjà, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Quelqu'un qui cherche des réponses. Donc fondamentalement, il y a là l'expression d'une demande, l'expression d'un besoin. Autrement, il n'y aurait pas eu ce partage. Il n'y aurait pas eu cette invitation à regarder. Viens voir ce que moi je regarde, ce que moi je fréquente, quel est un peu mon monde intérieur, etc. Donc, simplement, on est toujours dans... On pourrait se dire, tiens, j'ai appris que ça serait intéressant, que ça serait même très profitable, si l'on peut dire, quoique le terme est impropre, ça serait très confortable, ça nous ferait du bien si on prenait de la distance avec nous-mêmes. Et c'est cette chose, le problème avec le désir, tout ce que nous transmettons à l'autre, tout ce qui constitue la base de nos échanges, ça tourne autour du désir, tourne autour de notre difficulté à réaliser nos désirs, nos rêves, etc. Comment on est dans la vie un peu maître, on n'est pas maître de soi et que souvent on s'oriente vers une direction, puis on s'oriente et on se désoriente pour mieux s'orienter, et dans cette désorientation, réorientation, réalignement, quel pourrait être finalement les mots magiques, pas l'intuition magique, mais la solution magique qui réglerait un peu tous les problèmes et toutes les difficultés auxquelles on pourrait être confronté aujourd'hui ou demain. Donc c'est toujours prendre de la distance, c'est évident que prendre de la distance, quand on vous dit essayez de moins prendre sur vous, essayez, ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça arrive à tout le monde, faites votre deuil. Alors voilà, évidemment, faire son deuil de toutes sortes de choses, alors faire son deuil de ses idéalités, voilà, renoncer, prendre la distance et renoncer. Et comment faire dans la renonciation, dans la renonciation pleine et assumée, dans la renonciation heureuse. Donc renoncer, il y a toujours en nous une petite chose qui dit, je renonce, à dire à 99,99%, mais il reste un zéro quelque chose. Donc là, ma renonciation ne sera jamais totale. Je reste toujours, à l'écoute d'une nouvelle proposition. Une proposition qui pourrait me rendre maître de ma destinée et finalement qui pourrait me donner la possibilité, les moyens et les pouvoirs même
de prendre ma revanche sur la totalité. Ma revanche sur mon corps, ma revanche sur mon histoire, ma revanche sur mes illusions, mes désillusions, voilà. Donc je prends chaque fois que je suis face à une page de ma vie, je rectifie, je corrige, j'ai comme une sorte de voyage dans le passé, chaque fois qu'une chose qui pourrait m'être défavorable, chaque fois que j'en ai la possibilité, je vais faire en sorte de l'empêcher. Alors, le problème, c'est qu'on est fait de tout cela, de toutes ces accumulations. Alors, après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va être dans l'enseignement, dans la transmission, dans le passage de relais, ou est-ce qu'on va se taire? J'arrive à la fin, où de toutes les façons, mon passé ne m'est plus accessible, je ne peux plus y faire quoi que ce soit, donc mon présent. Mais mon présent, lui, il est en continuelle, j'allais dire, correspondance ou communication avec mon passé, m'empêche de vivre ou de bien vivre mon présent. C'est que je n'arrive pas à prendre de la distance avec mon passé, et chaque fois que je le fais, finalement, j'en ai pour, un petit répit, mais le répit est de courte ou de moyenne durée, mais jamais pour toujours. Il y a toujours une chose qui va venir. Ce matin, je me lève avec une très grande, aisance, l'esprit léger, prêt, et au fur et à mesure du passage de la journée, finalement, je redeviens un peu moi-même, de nouveau moi-même, un peu alourdi par ce qui alourdi par mes visions, alourdi par mes accumulations, parce que je porte en moi, et voilà. Donc, c'est un musée. C'est un musée, on peut pas dire vivant, c'est un musée mort, mais en même temps, normalement, un musée, on y va de temps en temps pour les expos régulières. On y va 2 fois ou 3 fois dans sa vie. Pour les expos, non permanentes, pour les expos comment on peut appeler ça? J'y vais quand j'y vais, mais évidemment, ça va passer puisque ce sont des expositions temporaires. Donc la chose, alors, avec soi, le roman de sa vie, c'est un musée ouvert tout le temps. Évidemment, il y a des salles, il y a des étages, il y a des sections, mais c'est un musée, et chaque fois dans lequel sont exposés, j'allais dire, les trophées de mes défaites. Voici une scène, toujours la même, fixée pour l'éternité, une scène dans laquelle je me fais fouetter, dans laquelle je me fais avilir, une scène d'avilissement, à côté une scène de rabaissement, une scène dans laquelle je vais prononcer un mot qui va m'être fatal, une scène dans laquelle je vais jouer un rôle qui ne sera pas le mien et que je vais devoir renier par la suite, etc., etc. Donc ce musée-là, qui est un musée, j'allais dire, presque morbide, un musée, mais c'est notre musée. Alors comment? Parce que comme on prend de l'énergie dans le soleil ou dans les constituants d'autres organismes, on pourrait avoir besoin de prendre de l'énergie ailleurs, comme moi.
j'ai pris de l'énergie dans cette vidéo et j'ai essayé de redémarrer mes prises de parole en faisant une sorte de moi-même je fais une contre-proposition où je complète un peu importe, mais c'est pas la question. Donc on a besoin, donc dans cette rupture, dans cette distance avec soi-même, on a besoin de la promiscuité, de l'aide d'autrui. On peut pas seul. Comme pour, je sais pas, quand on fait un cauchemar, si on est petit, qu'on fait un cauchemar, si on le garde pour soi-même, c'est dur. Si on en fait état à ses parents, si les parents sont à la hauteur qu'ils écoutent, le cauchemar, finalement, on ne pourra pas le regarder de la même façon. Je sais pas ce qui s'est passé un jour comme ça. Avant de m'endormir, j'ai eu un lion qui est venu comme ça me faire peur. J'en ai parlé à personne. J'ai laissé passer le moment, un moment difficile. Mais on imagine que pour remplacer un peu, pour faire un contre-musée, pour quand par exemple, on a une image de soi déformée et qu'on veut y substituer une image qui ne serait pas déformée, une image qui nous serait profitable, une image qui nous montrerait finalement dans une version, j'allais dire, d'une belle version de nous-mêmes, quitte à ce qu'elle soit retouchée, ce n'est pas le problème. Là, je me vois beau, là, je me vois désirable, là, je me vois heureux, là, je me vois satisfait, etc. Comment avoir ce contre-musée, lui aussi, en permanence présent, lui aussi fort et aussi réel que le musée du comment dire, d'inégrement. Voilà. Donc, ce musée, je peux pas le construire tout seul. Dans notre musée, évidemment, il y a la présence de beaucoup de protagonistes. Là aussi, il me faudrait beaucoup de protagonistes. Des gens qui vont me faire jouer des rôles intéressants. Des rôles qui me correspondent, dans lesquels je pourrais m'exprimer, montrer ce dont je suis capable, finalement. Et et là j'aurai le choix, finalement, puisque j'ai le contre-exemple, je saurai quoi faire, quoi choisir, je serai un peu plus, comme on dit encore une fois, dans la maîtrise et dans une sorte d'anticipation. J'aurai un regard anticipatif vis-à-vis des décisions que je pourrais être amené à prendre. Et donc, je dis à l'autre, je fais ce choix, mais ce choix-là implique, et évidemment, n'importe quel choix implique des conséquences, va faire naître un certain nombre de conséquences et des réalités propres. Donc, ce choix-là, plusieurs choix, quelquefois, c'est pas si vrai que ça, mais on part dans l'hypothèse qu'il y a plusieurs choix, et donc, c'est toujours le problème, par exemple, dans le fait de se définir, on se définit souvent finalement, dans la confrontation, dans le miroir, un peu le miroir inverse de l'autre, on se définit en s'opposant à l'autre. C'est l'autre qui me donne mon identité, parce que cette identité, je vais la construire peu à peu. Lui, il a une réponse, il a un certain type de réaction. Moi, j'ai un autre type de réaction. Je vois que mes réactions diffèrent des siennes. Donc, c'est ça,
Donc je suis différent. Donc c'est ça qui me distingue. Donc c'est le problème, soit n'est pas possible sans l'autre. On ne peut pas pratiquer la distance de soi-même sans la participation de l'autre. Je dis ça comme ça parce que je suis fatigué, que j'arrive à la fin de cette prise de parole, que je pourrais continuer à un autre moment. C'était juste pour adresser ceci à Loïc, évidemment, parce que il a partagé une vidéo, et la vidéo a duré un quart d'heure, et moi j'ai parlé pendant 45 minutes, donc il y a un déséquilibre. Donc évidemment, le point va à celui qui a parlé pendant 14 minutes, parce qu'il a été plus clair, plus concis. Évidemment, c'est toujours le problème. Dans la vie, il faut choisir. Il faut choisir. Il faut non pas filtrer, mais il faut choisir. On ne peut pas choisir de tout prendre. Donc, simplement, il faut choisir quel thème ou quelle orientation on va donner à notre vie. On ne peut pas être multiple, et on doit aussi choisir quel type de parole l'on va plutôt développer, et on ne peut pas être dans la totalité. On ne peut pas être dans la totalité des rôles, dans la totalité des paroles, dans la totalité des scénarios, dans la totalité des propositions, dans la totalité des visions. C'est toujours impossible. Voilà, c'était juste un petit moment comme ça, et c'est le problème est que je parle alors que je suis pas du tout dans des conditions normales, mais parce que il y a aussi non pas le plaisir, mais le besoin de parler. Évidemment, cela va au-delà d'une adresse que je suis en train de faire à Loïc. Simplement, c'est par rapport à cette idée que je voulais, en fait, j'étais intéressé par le thème pourquoi on ne peut pas aimer l'humain. C'est vrai qu'il faut poser la question. Mais l'humain, c'est soi-même, c'est nous-mêmes, nous sommes des humains. Donc c'est ça le problème. On peut s'aimer et ne pas s'aimer. On peut aimer l'humain et ne pas l'aimer parce que cela est possible. L'humain nous pose problème, et notre être nous pose problème. Seulement, c'est toujours une histoire, j'allais dire, on peut être dans une situation historique très très favorable, on peut être dans un contexte relationnel favorable. Vous avez une remarque, cette remarque, elle tombe pas dans l'oreille, dans les oreilles d'un sourd. Cette remarque, elle est entendue, elle est considérée comme elle doit être considérée. Et ce n'est pas n'importe quelle remarque. Quand vous avez l'école de la vie, l'école de la dure loi de la vie, quand vous êtes en train de parler à quelqu'un et que cette personne, elle s'en va, elle vous laisse pour aller parler à quelqu'un d'autre. Simplement, vous avez une question. Vous avez une question. Donc, l'être humain, bien entendu, ce n'était pas là un exemple exceptionnel, c'était une chose tout à fait ordinaire. Bien sûr, il y a des gens qui sont un peu plus dans l'exceptionnalité, mais alors simplement, vous pouvez être traumatisé dans des situations dans lesquelles il y a, je sais pas, un ennemi ou un adversaire ou un agresseur facile à identifier parce qu'il pourrait s'en prendre à vos biens ou à votre personne, mais sur un plan, comment dire, confrontation directe.
je ne vous aime pas, qu'est-ce que vous faites sur mon territoire? Et tout de suite, voilà, vous recevez des coups, tout de suite vous êtes dépouillé de ce que vous avez, etc. Là, c'est une relation directe. Mais d'un autre côté, vous pouvez avoir des situations traumatisantes qui avancent masquées. Voilà une personne potentiellement dangereuse pour vous, mais vous la voyez pas venir. Donc, vous allez vers la voie douce, vous allez vers la personne rêveuse, vous allez vers la personne paisible, apaisante, la personne agréable, quoi. Et puis cette personne agréable, ben, fondamentalement, elle se révèle totalement désagréable et elle aussi, elle va nuire, j'allais dire, à votre potentiel de vivance. Vous allez moins bien vivre après ce mauvais, comment dire, ce mauvais passage. Vous allez moins bien vivre. Vous allez tout autant vous en prendre à l'humanité et tout autant déclarer votre, finalement, déshumanité. Je ne suis pas un être humain. On pourrait dire, je suis un être biologique, mais pas un être humain. On peut être déçu, voilà la question. On est déçu de l'autre, comment on peut être déçu de soi-même? Déçu de soi-même parce qu'il n'y a pas que la sortie de soi-même qui est à considérer. Il y a aussi notre capacité, notre incapacité à comprendre les relations entre les éléments. Et c'est un problème de cognition. C'est un problème fondamental. Certaines personnes font les rapprochements entre les choses d'une façon, à dire, immédiate. Et moi, je vais mettre une infinité, une éternité à le faire. Comment cela se fait? Je comprends très vite, je saisis, enfin un autre plutôt, saisit les points de force, les points de faiblesse d'une situation, d'une personne, et il va se disposer en fonction de cela. Alors, moi non, donc et c'est cela le problème. Alors je pousse pour arriver à 1 heure, et puis je m'arrête. Donc le problème est qu'on peut que le sourire, voilà, que simplement un sourire, comme on a souvent démontré, un sourire est aussi une expression d'agressivité. Quand vous avez un chien et qu'il un peu soulève, un peu vous montre les dents, c'est une position d'avertissement. Un sourire, vous pouvez aussi moduler vos lèvres pour produire cette expression cette expression presque d'une agressivité prête à se déclencher. Ne t'approche pas, sinon je vais te sauter à la gorge. Et j'ai vu ça personnellement, comment on les lèvres. Donc vous avez chaque fois l'être humain, ce n'est pas Dieu, et ce n'est pas le diable, c'est l'être humain simplement qui vous pose une série qui vous met à l'épreuve. Une personne rentre dans un espace partagé. Il est 9 heures du soir. Moi, je suis en train de lire, elle éteint la lumière, et puis elle s'endort. Comment faire? Comment faire dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on n'a pas le savoir. Faut-il se lever et rallumer la lumière? Et on est quoi? On est faible, on est fort. Alors se retirer, c'est parce qu'on n'est pas capable. Se retirer de l'espace humain, se retirer de l'espèce humaine parce qu'on n'est pas capable de faire face aux défis et finalement à la loi, finalement aux divers comportements déstabilisants de certains membres de cette espèce. Quelqu'un qui vous dit, je vais, une femme qui te dit, toi, un homme, je vais te gifler.
Simplement, on rapporte les choses un peu à soi et on se dit, je me suis fait gifler une fois par un soi-disant maître, titre tout à fait inapproprié, mais je ne l'ai jamais accepté. Je me suis fait gifler par mon père, je ne l'ai jamais accepté. Bien sûr, si j'avais les moyens, j'aurais peut-être retourné la gifle à mon supposé maître, à mon père, et j'aurais retourné aussi la gifle à cet agent d'autorité qui m'a giflé pour rien. Pour rien, c'est ça le problème. La gifle, c'est souvent un acte qui n'a pas de justification. Alors, je vais te gifler. Alors, je suis quoi? Je suis réduit à quoi? Comment faire? Alors, pourquoi tu ne me gifles pas? Pourquoi tu ne me montres pas les dents? Pour que tu me dises pas, pour que tu ne me quittes pas, moi je vais prendre les devants. Pour que l'humanité ne me fasse plus de mal. Donc je vais me retirer. L'humanité. Alors, voilà la question. C'est comment? C'est se couper de soi et ne pas s'amputer d'un membre. C'est s'amputer ou de sa mémoire. C'est s'amputer de tout son être. Car notre être est totalement intégré à l'espace ou à l'espèce humaine, à l'être humain global. Comment faire? Comment faire? Et c'est cela la contradiction quand on a quelque chose à dire et qu'en fait, cette chose, pourquoi est-ce qu'on va le dire à quelqu'un d'autre? Quel est l'intérêt que l'on se mette finalement à proclamer la vérité? La vérité, on va apprendre que ma vérité, elle est ma vérité. Si elle me convient à moi, c'est l'essentiel. Après, j'ai pas besoin de la partager. À moins que cela, évidemment, me procure un avantage. Et on parle d'un avantage, quelque part. Cela me permet de pouvoir me nourrir. J'instaure un rapport comme ça qui me permet de profiter de la sueur des autres et du dévouement des autres. On m'amènerait des offrandes. On me nourrirait gratuitement parce que je suis producteur de vérité. Les gens, voilà, je corresponds, j'offre un service. Voilà toujours la question. Alors pour essayer de finir, toujours la question est appartenir. On fait sorte d'entrée, de sortie, on appartient et on désappartient, et dans cette circulation, dans ce va-et-vient sans cesse, sans fin, je suis humain, je suis pas humain, je t'aime pas, tu es bien, tu n'es pas bien, et tu me corresponds, tu ne me corresponds pas, voilà, je te dis pas, je dis les choses, je les garde pour moi. Cette opposition sans cesse renouvelée, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, qu'est-ce qu'on doit faire voir, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire voir, et simplement, je sais pas, donc je pense toujours à ce Wajdi Mouawad qui, évidemment, écrit, performe et tout ce qu'on veut, et ça finalement, sa vie sociale, elle tourne autour des mots, elle tourne autour des choses qu'il adresse aux autres. Donc, de ces interrogations sans cesse renouvelées par rapport à ceci, par rapport à sa vie passée d'enfant, rapport à son père, ceci, cela, par rapport à son être dans le déplacement, etc. Et c'est aussi une histoire que on essaie d'offrir aux autres quelque chose de nous-mêmes, et accessoirement, et même souvent plus qu'accessoirement, ça nous permet de vivre. Moi, comme je pourrais dire, je vous révèle votre vrai soi, votre moi intérieur, et en échange, vous me donnez quelque chose. Ou alors comment dire, je vous permets d'accéder à une certaine lecture de votre parcours de vie, de votre destin, et en échange, toujours, il y a un échange. Il y a un échange
les choses ne sont jamais offertes de façon désintéressée, jamais, jamais. Jamais les gens, ça peut être juste là, être là, à m'écouter, et cela va nourrir mon ego, cela va participer à une sorte comment dire, c'est ma récompense. J'ai besoin de cette récompense, et voilà. Donc, à bientôt, Loïc. Ça, c'est évidemment pour toi, même si souvent je n'ai pas trop prononcé ton prénom, mais voilà, c'est une participation de ma part, une participation qui va au-delà des mots, au-delà des finalement de ces choses ces signes que l'on met. Je suis d'accord, mais pourtant j'ai une petite comment dire, objection. C'est pas suffisant, c'est trop peu, et on peut confronter un texte oral uniquement avec un autre texte oral, et puis ce n'est pas qu'une objection, c'est un texte, le corps d'un texte contre le corps d'un texte, voilà, simplement, corps contre corps, texte oral contre texte oral, mais on est tous, donc, voilà, je sais pas ce que tu vas en penser, j'espère que tu vas faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même si c'est pas d'une seule traite, parce que j'ai mis des choses de moi pour que tu puisses voir un peu à quel point finalement où j'en suis dans ce voisinage avec les mots, dans ce voisinage avec les diverses, j'allais dire, choses de la vie, de la perception, de la compréhension, évidemment, toutes choses que je remets que je remets en mouvement, des choses qui ne sont là que provisoirement. Voilà, en attendant, voici donc du provisoire devenu un peu permanent par l'entremise de la numérisation. À bientôt, Loïc. Voilà.